Bienvenue dans notre exploration du jour. On va parler d'un petit détail, enfin petit, façon de parler. Cette erreur que tellement d'élèves font et parfois ça traîne jusqu'au collège, hein. Ah oui, le fameux? Multiplier 2,3 par 10 et écrire 2,30. On sait bien que ça vient de l'astuce j'ajoute un zéro apprise pour les nombres entiers. Mais pourquoi ça coince autant avec les décimaux? Et surtout, qu'est-ce que ça nous dit? C'est une vraie question de fond, ça. Pour y voir plus clair, on s'est penché sur une analyse assez directe. Elle parle carrément d'un échec pédagogique institutionnel en France. Oui, concernant l'enseignement de la multiplication et de la division aussi des nombres décimaux par 10, 100, 1000, c'est pas rien comme constat. C'est clair. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est d'aller voir un peu derrière cette erreur de calcul. Comprendre pourquoi, c'est pas juste une faute d'inattention, quoi. Et ce que ça révèle sur nos méthodes d'enseignement en maths. Vous nous suivez pour cette plongée? Allons-y. Bon, alors, le cœur du problème. Ce fameux 2,3 fois 10 égale 2,30. On a dit, ça vient de la règle, ajouter un zéro. Super pratique pour les entiers, ça, on est d'accord. Oui, pour 23 fois 10, ça marche nickel. 230. Mais pourquoi ça colle si mal aux décimaux? Et comment ça se fait que cette confusion, elle reste si longtemps? Alors, c'est là où ça devient intéressant. L'analyse qu'on a lue, elle suggère de changer un peu notre regard. Le problème, ce serait pas d'abord les élèves, mais plutôt une sorte de flou institutionnel. Un flot, c'est-à-dire? Il y a un paradoxe. Les documents officiels, et du SCOL par exemple, ils décrivent très bien le principe mathématique. C'est juste, hein. Quand on multiplie par 10, chaque chiffre prend une valeur 10 fois plus grande. Ça, c'est la base de la numération de position. La valeur d'un chiffre dépend de sa place. Unité, dixième, centième. D'accord. Ça, le principe, on le comprend. La valeur change. Mais alors, où est le bug? Le bug, ou plutôt le hic, c'est le passage de ce beau principe à la pratique, en classe. Ces mêmes documents, d'après l'analyse, eh bien, ils ne donnent pas une méthode de calcul hyper claire, procédurale, étape par étape. Une méthode que tous les profs pourraient suivre et transmettre pareil. Ah d'accord. Ils disent ce qui se passe, mais pas comment faire. C'est un peu ça, oui. Ils décrivent le résultat, le phénomène mathématique, mais pas forcément une procédure simple, rigoureuse, que l'élève peut appliquer concrètement sur son cahier. Prenons un exemple, 3,56 fois 10. Ça fait 35,6. Les textes expliquent bien. Le 3 qui était des unités devient 3 dizaines, le 5 des dixièmes devient 5 unités, etc. Oui, on voit bien le décalage des chiffres vers la gauche, si on imagine un tableau de numération. Voilà. Mais moi, élève, avec ma feuille, mon stylo, ça me dit pas les étapes précises pour passer de 3,56 à 35,6. C'est ça l'idée. Exactement. C'est ce que l'analyse appelle un vide méthodologique. Il manque une procédure de calcul standardisée, qui soit basée sur le sens, mais aussi simple à dire et à écrire que ajoute un zéro. Et face à ce vide, les enseignants, les éditeurs de manuels, ils ont besoin de donner un truc aux élèves, une technique qui marche, une trace écrite. Et c'est là qu'on voit débarquer les fameuses astuces, Oui. les raccourcis qui ont l'air si simples. Précisément. Et il y en a deux qui sont les stars, ajouter un zéro et déplacer la virgule. Ah, le fameux déplacer la virgule. Oui, leur force, c'est qu'elles sont faciles à retenir, elles ont l'air simples. Le gros problème, c'est qu'elles sont mathématiquement fausses, ou en tout cas très très bancales dès qu'on manipule des nombres décimaux. Ok, expliquons pourquoi. Ajouter un zéro, on l'a vu avec 2,3 fois 10, qui donne 2,30, mais même 8,56 fois 10, si j'ajoute un zéro, ça fait 8,560. Et 8,560, C'est pareil que 8,56, ça change rien à la quantité. La règle ne sert à rien ici, elle est même trompeuse. tout à fait. C'est typiquement ce qu'on appelle une généralisation abusive. On prend une règle qui marche pour les entiers et on l'applique telle qu'elle aux décimaux où elle n'a plus de sens. Et l'autre alors, le déplacement de la virgule, vous disiez qu'elle est peut-être encore plus vicieuse. Oui, pernicieuse, c'est le mot. Pourquoi? Parce qu'elle a l'air de fonctionner dans pas mal de cas simples. Prenez 3,56 fois 10. Hop, on décale la virgule d'un cran vers la droite, on trouve 35,6. C'est juste. Ah oui, ça marche là. Et du coup, ça crée une illusion d'efficacité. On se dit, ah bah voilà, c'est ça la règle mathématique. Ça a l'air simple, hein, c'est sûr. Mais alors, où est-ce que ça coince, ce tour de magie? Quand est-ce que la virgule qui se balade nous joue des tours? Dès que ça se complique un tout petit peu. Exemple, 8,75 fois 100.
La règle dit décaler la virgule de 2 rangs vers la droite. On fait glisser après le 7, puis après le 5. On arrive à 875. Ah, la virgule a disparu. Voilà, l'élève doit gérer ça. Disparition de la virgule, et pire encore, 8,75 fois 1000. Là, il faut décaler 3 rangs. Mais il n'y a que 2 chiffres après la virgule. Aïe, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la règle devient soudainement plus compliquée. On déplace de 2 rangs, et il faut ajouter un 0, et on obtient 8750. Ok, donc la règle simple et unique du début, elle se transforme en un truc avec des cas particuliers, des exceptions. Ça sent plus le bricolage que le principe mathématique solide, quoi. C'est exactement ça. Ces complications, elles prouvent bien que ce n'est pas un vrai principe, mais juste un truc, une astuce fragile. Et le plus grave pour moi, c'est l'idée complètement fausse que ça installe chez les élèves. Laquelle? L'idée que la virgule, c'est une espèce de petit objet, hein, un curseur qu'on peut bouger à gauche, à droite, comme on veut, mais la virgule en maths, c'est rien d'autre qu'une convention d'écriture, C'est un marqueur. un repère qui nous dit « attention, ici c'est la place du chiffre des unités ». Ah oui, c'est juste un marqueur. Exactement. Ce ne sont pas les virgules qui bougent. Ce sont les chiffres qui changent de place et donc qui changent de valeur. 3 unités qui deviennent 3 dizaines, ça a changé de valeur parce que ça a changé de colonne, si on veut. D'accord. Présenter la règle du déplacement de la virgule, c'est masquer ce mécanisme fondamental. C'est transformer une opération qui a du sens, le changement de valeur par position, en une procédure mécanique, complètement opaque, une sorte de boîte noire magique. On met le nombre, on tourne la manivelle de la virgule et hop, le résultat sort, sans comprendre pourquoi. Et donc, d'après l'analyse, si ces raccourcis sont si répandus, ce n'est pas juste par hasard ou par facilité, mais c'est bien à cause de ce vide méthodologique dont on parlait au début. C'est ça, c'est vraiment le cœur de l'argumentation. L'analyse parle d'insuffisance structurelle. L'institution, en ne proposant pas une méthode alternative officielle qui soit à la fois juste mathématiquement, basée sur le sens et assez simple à expliquer, à écrire, à utiliser en classe, eh bien, elle laisse le champ libre, un peu malgré elle, à ces raccourcis. Donc, c'est pas forcément la faute des profs ou des manuels qui cherchent juste à faire réussir les élèves avec les outils qu'ils ont. C'est moins un choix délibéré qu'une conséquence, en quelque sorte. Une conséquence logique d'un manque d'outils pédagogiques clairs, solides, fournis par le haut. Bon, le tableau est assez sombre pour la multiplication. Est-ce que c'est la même chose pour l'opération inverse, la division par 10, 100, 1000? Absolument. Et c'est ça qui est frappant. L'analyse montre une symétrie parfaite, ce qui renforce bien l'idée que le problème est plus profond, plus systémique. Ok. Le principe correct pour diviser par 10, c'est le miroir de la multiplication. Chaque chiffre prend une valeur 10 fois plus petite. Les dizaines deviennent des unités, les unités deviennent des dixièmes, les dixièmes des centièmes, etc. Conceptuellement, c'est un glissement des chiffres vers la droite, dans notre tableau de numération imaginaire. Et j'imagine que, là aussi, ce principe est souvent replacé par un raccourci. Lequel? Vous devinez? Décaler la virgule vers la gauche? Bingo! Encore et toujours ce déplacement de virgule. Une règle centrée sur cet objet mobile imaginaire. L'analyse cite même des ressources pédagogiques qui qualifient ça de traduction impropre du vrai mécanisme mathématique. Ce qui est assez fort. Traduction impropre. C'est parlant. Et ce décalage de virgule vers la gauche en division, il crée aussi des erreurs typiques. Oui, et elles sont très très intéressantes parce qu'elles révèlent beaucoup de choses, surtout quand il y a des zéros dans le nombre. L'analyse donne un exemple qui vient d'évaluation. Le calcul 20,05 divisé par 100. 20,05 divisé par 100. Alors, la règle du décalage dit 2 rangs vers la gauche. Ça donnerait 0,2005. C'est ça le bon résultat. Oui, c'est ça. Mais une erreur fréquente, documentée, c'est que les élèves répondent 0,25. 0,25. Comment ils arrivent à ça? Il manque des zéros là, non? Exactement. Et c'est ça qui est fascinant. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de l'élève? Il applique la règle, décaler de 2 rangs vers la gauche. Mais pour arriver à 0,25 depuis 20,05, il a forcément dû ignorer les zéros. Le 0 des unités et le 0 des dixièmes dans 20,05. Précisément, ces zéros sont cruciaux. Ils marquent une position. Ils disent qu'il n'y a rien à cet endroit-là. L'élève qui répond 0,25, c'est comme s'il les considérait comme inutiles, décoratifs. Comme si, dans sa tête, 20,05, c'était un peu pareil que 2,5. Ah oui, il simplifie avant d'appliquer la règle. C'est une hypothèse forte. Il simplifie mentalement en 2,5, puis il applique le décalage de 2 rangs
Un rang donne 0,25, un deuxième ne change rien ou perturbe. Ça montre bien que le problème de fond, c'est pas tant l'opération elle-même, multiplier ou diviser, c'est la compréhension de ce qu'est un nombre décimal, de la fonction vitale de chaque chiffre, 0 compris, pour indiquer une valeur de position. C'est édifiant. Donc ces erreurs ne sont vraiment pas juste des fautes de calcul, mais des indices, des symptômes d'une compréhension fragile de la structure même des nombres. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur du phénomène? C'est quelques élèves ou c'est massif? L'analyse s'appuie sur les évaluations nationales, notamment à l'entrée en 6e, et les chiffres montrent que ce n'est pas du tout anecdotique. Pour un calcul aussi simple que 2,3 fois 10, on a environ 20% des élèves, 1 sur 5, qui font les erreurs typiques liées au raccourci, 20,3 ou 2,30. 1 sur 5, quand même. Et pour 35,2 fois 100, c'est à peu près 15%, donc un peu moins, mais toujours significatif, qui écrivent 35,502 ou 35,200. Et l'analyse dit que ce type d'erreur, si répétitif, ça peut pas être juste le hasard. C'est l'argument, oui. La récurrence de ces erreurs très spécifiques, ça suggère fortement qu'elles sont le résultat direct des procédures qu'on leur a enseignées, et non pas des erreurs aléatoires, d'étourderies. Et il y a d'autres types d'erreurs qui vont dans le même sens, qui montrent cette difficulté avec les décimaux? Oui, l'analyse en recense plusieurs. Par exemple, des élèves qui traitent la partie entière et la partie décimale comme deux mondes séparés. Pour 35,2 fois 10, ils vont faire 35 fois 10 égale 350, et puis ils recollent le virgule 2 à la fin. Hop, 350,2. Ah oui, comme si le virgule 2 était juste une étiquette qu'on déplace. Un peu ça. D'autres qui vont carrément ignorer la partie décimale. 28,5 fois 100, facile, 28 fois 100 égale 2800, le virgule 5, oublié. Et on a déjà parlé de l'omission des zéros importants en division, comme le 20,05 divisé par 100 qui devient 0,25. Toutes ces erreurs différentes, finalement, elles semblent toutes raconter un peu la même histoire, non? Pointer vers le même problème de fond? Oui, elles convergent toutes vers ce que les chercheurs en didactique des maths appellent un obstacle cognitif majeur. C'est une représentation mentale très tenace, voir le nombre décimal comme deux nombres entiers collés, juste séparés par une virgule. La fameuse vision de la virgule séparatrice. Exactement. Dans ce modèle mental, qui est faux bien sûr, l'élève ne voit pas 3,56 comme un nombre unique, un tout cohérent où chaque chiffre a une valeur précise par rapport à l'unité. Non, il voit un 3 d'un côté, un 56 de l'autre, et la virgule comme une sorte de mur entre les deux. Deux mondes distincts. Et là, le lien avec les raccourcis devient, mais oui, évident. Il devient limpide. Les raccourcis comme ajouter un zéro qui n'agit que sur la partie entière, imaginaire, ou déplacer la virgule qui revient à déplacer le mur, ils collent parfaitement à ce modèle mental erroné. Il le renforce même. Ils le renforcent terriblement. Ils encouragent l'élève à continuer de penser en termes de avant la virgule, après la virgule, comme deux choses séparées, au lieu de penser en termes de système décimal unifié. Et l'analyse insiste là-dessus. Si l'institution ne propose pas, ne promeut pas activement une méthode de calcul unifiée qui force à penser le nombre décimal comme un tout basé sur le sens, cet obstacle risque de s'installer pour longtemps. Bon, ok, le diagnostic est assez clair et assez préoccupant. Les raccourcis posent problème, ils entretiennent une mauvaise compréhension et ils existent parce qu'il manque une méthode officielle claire et solide. Alors, la question à 1 million. C'est quoi la bonne façon de faire selon cette analyse ? Comment on pourrait enseigner ça, multiplier ou diviser par 10 sans tomber dans ces pièges? L'analyse ne se contente pas de critiquer, elle propose une voie. Elle plaide pour qu'on formalise et qu'on enseigne de manière systématique une méthode de calcul explicite, mais une méthode fondée sur le sens, c'est-à-dire sur la décomposition du nombre en fonction de la valeur de position de chaque chiffre. D'accord, basée sur le sens. Concrètement, ça donne quoi? Reprenons l'autre exemple. 3,56 multiplié par 10. Comment on fait avec cette méthode? Alors, on pourrait décomposer ça en 3 étapes claires. Je vous écoute? Première étape. Première étape. Décomposer le nombre, mais en pensant valeur. 3,56, ce n'est pas 3 et 56. C'est 3 unités, plus 5 dixièmes qui valent 0,5, plus 6 centièmes qui valent 0,06. On pourrait même l'écrire 3 plus 0,5 plus 0,06. Ok, on explicite la valeur de chaque morceau. Deuxième étape. Deuxième étape, on applique l'opération, ici multipliée par 10, à la valeur de chaque morceau.
Donc, 3 unités x 10, ça fait 30. Attention, c'est 30 unités, donc 3 dizaines. 0,5 dixième x 10, ça fait 5. 5 quoi? 5 unités. Et 0,06 centième x 10, ça fait 0,6. 0,6 quoi? 6 dixièmes. D'accord, on transforme la valeur de chaque chiffre, et la troisième étape, c'est de tout remettre ensemble. Voilà, troisième étape, recomposer le nombre à partir de ces nouvelles valeurs. On a obtenu 30 unités ou 3 dizaines, 5 unités et 0,6 dixièmes. On additionne tout ça. 30 plus 5 plus 0,6 égale 35,6. Le bon résultat? Mhm. C'est vrai que ça demande d'écrire un peu plus que juste pousser la virgule, mais quels sont les avantages, d'après vous, d'après l'analyse? Ils sont énormes. Et surtout, ils sont structurels. D'abord, cette méthode, elle est unifiée. La logique est pile la même pour multiplier un entier comme 35 par 10. On ferait 30 fois 10 plus 5 fois 10 égale 300 plus 50 égale 350. Et pour multiplier 3,56 par 10. Et ça marche pareil pour la division. On diviserait la valeur de chaque chiffre par 10. Donc, fini les règles différentes pour les entiers et les décimaux. Fini les cas particuliers, les exceptions. Une seule logique pour tout. Ça, c'est puissant. Deuxièmement, ça laisse une trace écrite qui montre le raisonnement. Le prof peut voir où ça coince, l'élève peut revenir sur ses étapes, ça structure la pensée. Troisièmement, et c'est le plus important, ça construit le sens. Ça oblige à réfléchir. Ce 3, c'est quoi? Des unités. Ce 5, des dixièmes. Et quand je multiplie par 10, comment leur valeur change? Ça attaque directement l'idée fausse de la virgule séparatrice. Ça force à comprendre le système décimal, en fait. Exactement. Et enfin, quatrièmement, elle est générative. Un élève qui pige cette logique pour x10, il peut l'appliquer sans souci à x100, x1000, divisé par 10, divisé par 100. Il peut même comprendre pourquoi les conversions d'unités, genre passer des mètres au centimètre, ça marche comme ça marche. C'est la même logique de changement de valeur de position. L'analyse parle aussi d'outils comme le glisse-nombre. C'est juste un gadget de plus ou ça a un vrai lien avec cette méthode? Ah non, pas du tout un gadget si c'est bien utilisé. C'est un super support pour cette méthode-là. Le glisse-nombre, pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de réglette avec des colonnes. Milliers, centaines, dizaines, unités. Puis la virgule, puis dixième, centième. On met des petites étiquettes avec les chiffres dedans. Et la virgule, elle est comment? Elle est dessinée, matérialisée, mais elle est fixe. Toujours entre les unités et les dixièmes. Et pour multiplier par 10, qu'est-ce qu'on fait? On fait glisser toutes les étiquettes chiffres d'une colonne vers la gauche. Le chiffre qui était dans les unités passe dans les dizaines, celui des dixièmes passe dans les unités. Ah, c'est les chiffres qui glissent, pas la virgule. Voilà. Et pour diviser par 10, on fait glisser les chiffres vers la droite. Cet outil, il matérialise parfaitement l'idée clé. Ce sont les chiffres qui bougent de colonne en colonne et donc qui changent de valeur. La virgule, elle, reste juste un repère immobile. Donc oui, le glisse-nombre illustre super bien cette méthode de décomposition-recomposition basée sur la valeur de position. C'est pas juste une manipulation pour trouver le résultat, c'est une aide pour comprendre le mécanisme. Ça change complètement la perspective, c'est vrai. On n'est plus en train d'apprendre un truc pour avoir la bonne réponse vite fait. Non. On apprend une méthode qui, en même temps, nous fait comprendre comment notre système de numération fonctionne. C'est exactement ça l'enjeu. Comme elle repose sur la décomposition, la valeur de position, la recomposition, cette approche, c'est pas juste une procédure de calcul de plus. C'est une occasion à chaque fois qu'un élève l'utilise, même pour un calcul simple, de réactiver, de renforcer, de consolider sa compréhension de la structure fondamentale du système décimal. Donc, chaque calcul devient une mini-leçon sur les nombres. En quelque sorte, oui. Ce n'est plus un exercice mécanique isolé du reste. Ça devient une occasion d'approfondir les bases. Et des bases solides en numération décimale, c'est essentiel pour tellement d'autres choses en maths après. Bon, si on essaye de résumer le message principal de cette analyse, c'est quand même assez percutant. Ces erreurs qu'on voit toujours là, le 2,3 fois 10 égale 2,30, on pourrait vite dire « les élèves sont pas attentifs ». Mais en fait, ce serait le symptôme visible d'un truc plus profond. C'est ça, c'est exactement la thèse qui est défendue, oui. La conclusion de l'analyse pointe vraiment une insuffisance institutionnelle comme étant à la racine du problème. C'est l'absence d'une méthode de calcul officielle qui soit à la fois universelle pour entiers et décimaux, juste conceptuellement, basée sur la position, et clairement expliquée comme une procédure à suivre. C'est cette absence qui aurait laissé la place à ces techniques alternatives. Des techniques plus faciles à dire, peut-être, mais fausses sur le fond.
Voilà. Et ce sont ces techniques qu'on retrouve dans certains manuels, dans certaines pratiques, qui, sans mauvaise intention au départ, finiraient par ancrer durablement des idées fausses chez les élèves. Et ça rend l'apprentissage de choses plus complexes ensuite, plus difficile. Il y a une phrase dans la source que j'ai bien aimée, je la cite de mémoire, ça disait un truc comme « En choisissant d'enseigner pour la compréhension, même sur un truc aussi simple que multiplier par 10, on donne aux élèves une pensée mathématique, solide, flexible pour leur avenir. On n'enseigne pas une astuce, on forme des mathématiciens. » C'est une belle façon de voir les choses. Ça résume bien l'enjeu. Ça fait réfléchir sur le but de l'enseignement, au-delà de juste avoir la bonne réponse. Tout à fait. Et si on veut pousser la réflexion un peu plus loin, ça ouvre une dernière question qui dépasse ce cas précis de la multiplication par 10. Si un concept aussi basique, enseigné si tôt, peut être traité avec des raccourcis qui favorisent la procédure rapide au détriment de la compréhension profonde, et que ça peut être des effets négatifs à long terme. Oui. On peut se demander jusqu'à quel point ce phénomène existe dans d'autres domaines, en maths, mais aussi dans d'autres matières. Est-ce qu'on est toujours sûr de construire des fondations vraiment solides, basées sur le sens profond des choses? Ou est-ce que, parfois, peut-être par manque de temps, de moyens ou de directives claires, on se contente d'enseigner des procédures, des recettes de cuisine, dont la logique profonde risque d'échapper aux élèves? S'assurer que les bases sont comprises, pas juste mémorisées. Voilà, c'est une question essentielle, je crois, pour penser l'éducation aujourd'hui. Comment s'assurer qu'on construit vraiment sur du roc et pas sur du sable? Une question qu'on laisse en suspens pour nos auditeurs. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.